Ces 3 dernières années, environ 300 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons. Les féminicides restent un fléau qu'il est important de combattre et de dénoncer. Certaines ont la chance de s'en sortir et de survivre, comme Laura, à qui aujourd'hui j'ai décidé de donner la parole. Elle a survécu à une tentative de meurtre et va nous raconter son histoire. Bonjour Laura. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien. Comment ça va aujourd'hui, 1 an et demi, après la condamnation de ton ex-conjoint pour tentative de meurtre? Alors je vais quand même mieux parce que j'ai été reconnue par la justice en tant que victime d'une tentative d'homicide et ma fille a également été reconnue victime. Mais c'est même 1 an et demi après, il y a encore des traces et c'est pas facile. J'ai encore cette peur en fait, souvent quand j'ouvre ma porte, je regarde à droite, à gauche, la nuit, je fais moins de cauchemars mais souvent je me réveille encore, j'ai du mal à dormir. Cette nuit-là, j'ai failli mourir. C'est comme quand on casse un objet en 1000 morceaux, là c'est exactement pareil. J'ai compris plusieurs mois après mon procès avec les psychiatres que finalement j'avais une cicatrice et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec et aujourd'hui j'apprends à vivre avec et j'essaye d'en faire une force. J'en sais quelque chose quand on est victime d'un traumatisme et de quelque chose de grave. On trouve aussi beaucoup de réconfort dans le fait de se battre pour cette cause. Et c'est ce qui permet aussi, j'ai l'impression, de nous sauver des fois, de se battre pour ce qu'on a vécu et aider les autres. C'est vrai que moi, en me battant pour les autres victimes, j'ai l'impression quelque part que ça m'aide. Surtout avant le procès d'assises, le fait d'être dans les médias, ça me permettait de rester vivante. Pour essayer donc de comprendre le contexte, on va revenir donc sur la rencontre avec ton ex-conjoint, puisque un homme violent, très souvent, ça ne se voit pas dès le début. Non. J'imagine que quand tu as rencontré cet homme, tout allait bien, les premiers mois de relation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes mis ensemble, comment s'est fait cette rencontre? Je venais d'être diplômée d'une école de commerce et puis je commence mon premier travail dans l'immobilier. Et en fait, je tombe tout de suite sur lui, c'est lui qui me forme et ça a été un peu comme un coup de foudre. Et il a vécu tout de suite chez moi. C'était vraiment comme un conte de fées. On sortait ensemble quasiment tous les soirs, on allait au restaurant, on rigolait, il m'offrait des fleurs, tout était si parfait, si idyllique. Aucun signe extérieur laissant penser qu'il pourrait être violent par la suite. Alors ça, c'est avec le recul, c'est vrai qu'il y avait de la possession et de la jalousie. Forcément, parfois, ça m'est arrivé de rester plus tard au travail, mais que ce soit même une femme, une collègue femme, parce que je m'en souviens, une fois, je sais plus, j'ai pas vu le temps passer et j'ai dû discuter pendant 3/4 d'heure avec une collègue et du coup, je suis arrivée plus tard et je m'en souviens qu'il s'était énervé. Alors que c'était une femme et j'avais pas trop compris pourquoi. Il disait oui, je t'attendais, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu parles avec elle, tout ça. Après, je me dis c'est peut-être pas grave, il est amoureux, il voulait me voir plus tôt. Sur le coup, vous vous dites c'est un peu bizarre, mais sans plus quoi. Donc pareil, des petites réflexions sur des amis. Moi non, mais c'est bon, tu vas pas sortir avec lui, tu vas pas le voir. Avec le recul, on voit que quelque part il y a ce signe un peu d'isolement. Parce que finalement, vous ne voyez plus trop vos amis et en fait, vous n'êtes finalement quasiment qu'avec lui. Et puis après, il y a au bout de 4-5 mois, la première gifle, bousculade. Et là, je n'ai pas compris en fait. Je suis restée en état de choc, en état de sidération. Il me saute dessus, on se dispute et hop, ça part en fait. Souvent, quand il y a des premières violences qui arrivent, conjugales, les personnes essayent de justifier ça par un passé, et je pense notamment à ton ex-conjoint qui a justifié ça par une enfance difficile. C'est les excuses qui sont données, qui ne sont évidemment pas des excuses. Des explications, mais pas des excuses. Il m'avait dit que ça n'a pas toujours été facile dans son enfance, que son père avait déjà frappé sa mère, que sa mère avait aussi des problèmes d'alcool et que ça avait été très difficile parfois quand il était petit. Et c'est vrai que moi, forcément, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je me suis dit, j'ai trouvé ça en fait comme excuse aussi. Je me suis dit forcément, parfois il a vécu des choses qui n'étaient pas faciles quand il était petit, il reproduit et moi je vais être celle qui va l'aider en quelque sorte. Comme un petit peu le syndrome de la fermière, avec moi il va changer. Parce qu'à côté de ça, il y avait aussi les bons moments.
Et du coup, tous les mauvais moments, en fait, les épisodes de violence, vous les mettez dans un côté de votre tête, comme si vous étiez anesthésié. Et après, il y a les bons moments. Et vu que les premiers mois sont tellement idylliques, en fait, quelque part, vous vous rattachez aussi à ça. Les mois passent, les coups et les violences, s'accentuent. Oui. À plusieurs reprises, donc le voisinage est interpellé par ce qui se passe. Oui, tout à fait. Et donc d'ailleurs appelle la police et veut signaler aux autorités ce qui se passe. Et puis toi, à ce moment-là, tu décides de ne pas déposer plainte. Tu es toujours dans une phase où tu as envie d'aider celui que tu aimes. Tout à fait. Alors la première fois qu'il y a eu l'intervention de police, c'était au bout d'un an. Donc pareil, on se dispute, il y a les coups qui viennent. C'était quoi comme coup quand par exemple la police est intervenue, que les voisins ont prévenu? C'était quoi? Il m'avait étouffée avec un oreiller. Et tu ne pouvais plus bouger? Après, je me débattais de toutes mes forces, quoi. Donc il y a eu ça. Après, après c'était beaucoup sur tout ce qui était étranglement, la strangulation. Donc c'était très dur. Et c'est vrai que quand on a déménagé, donc il s'était acheté un appartement, j'étais chez lui. Là, on était monté d'un cran. D'ailleurs, le premier soir, il me l'a dit, quand on a emménagé, tu es chez moi, tu vas apprendre à fermer ta gueule. Il y avait un comportement qui avait complètement changé, j'ai pas compris. T'es grosse, t'es dégueulasse, de toute façon, personne ne voudra de toi. Donc on était forcément, moi je perdais confiance, totalement confiance en moi. Alors justement, c'est la question qu'on se pose et qui est une question super importante tout en étant une question très énervante. Donc la police qui conseille de quitter et les gens dans l'entourage aussi qui peuvent à un moment donné se dire qu'est-ce que tu fous encore avec lui? C'est de ta faute si tu restes. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça parce que les gens ne le comprennent pas? Rien, il me disait que voilà, fallait quitter, fallait pas rester avec. Bon, en plus, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il me trompait, donc il me disait mais laisse tomber. Reste même pas avec lui. Il m'a sorti le grand jeu, comme quoi j'étais la femme de sa vie, qui regrettait, qu'il n'y aura plus jamais de violence. Et vu que je l'aimais, je me suis dit on a tous le droit à une seconde chance et je suis retournée avec lui. Mais les gens ne changent pas. Non, les gens ne changent pas. Donc c'est vrai que mes collègues, surtout mon meilleur ami, il n'était pas content. Mais d'un côté, je peux comprendre aussi. Voilà, pourquoi tu retournes avec, je comprends pas. Donc quelque part, c'est que tu as un petit peu menti. Quand les coups ont repris et que j'étais enceinte, je me suis dit c'est le père de mon enfant. Je me suis mise dans une bulle. Et j'ai tout gardé en fait après pour moi. Et puis après, à la naissance, finalement, c'était comme si je lui appartenais. En fait, j'étais sa chose. Il y avait quasiment plus d'excuses. De toute façon, on est une famille. Voilà, quoi, on va pas se séparer. Donc, quelque part, j'avais l'impression d'être d'être la personne qui lui permettait d'être un homme bien auprès des gens, de se faire passer pour un bon père, de se prendre en photo avec ma fille pour se faire passer pour quelqu'un de parfait. Et moi, j'étais son punching ball quand il avait besoin de se défouler. Moi, quand j'étais enceinte, c'est vrai que j'en parle très peu, mais j'ai beaucoup souffert en fait du regard des autres personnes, des critiques. Donc, quand certaines personnes, les rumeurs, ça nous revient souvent aux oreilles. Ah, mais regarde, alors les gens prennent ça à la rigolade, donc vous faites un sourire, mais en fait, c'est blessant. Regarde, elle est enceinte. En plus, bon, moi, je voulais pas le croire. Ah, regarde, il la trompe devant tout le monde. Il se tape des putes à côté. Bon, il a peut-être frappé, on ne sait pas si c'est vrai. Et c'est vrai que ça fait mal, toutes ces réflexions qui peuvent faire rire les uns et les autres. Et du coup, je prenais sur moi. Puis surtout, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, même si ces réflexions visent l'autre personne et pas forcément toi, oui, tu finis par paraître un petit peu pour la pauvre fille dont on rigole et dont on se moque, et alors qu'en fait, c'est complètement inversé le rôle de honte. Tu le dis très bien, les rumeurs, mais pourquoi elle reste avec Et j'avais l'impression d'être limite, en fait, c'était moi la coupable. Du coup, donc, tu tombes enceinte de ce compagnon qui avait donc déjà été par le passé violent. Et puis finalement, il revient, donc tu te remets avec tout ça, et puis la relation se poursuit. Et puis après, on gravit des échelons de plus en plus graves. Qu'est-ce qui se passe ensuite donc, pendant cette grossesse? Pendant la grossesse, c'est quand même assez compliqué. Il y a eu plusieurs épisodes de violence, mais je ne pourrais même pas en dire la fréquence. Par rapport à l'état de choc et de sidération, j'ai préféré mettre ça dans un coin de ma mémoire, mais c'était très compliqué. Même l'accouchement, ça a été très très difficile. Il y a eu une deuxième intervention de police. Donc là, c'était au domicile de sa mère. Il me semble que c'était en 2017, oui, en mars 2017. Donc pareil, je l'attends. Il arrive plus tard que prévu. Il était alcoolisé. Je lui fais une réflexion sur sa consommation d'alcool et là, je n'ai pas compris. Il me saute dessus.
Il me saute dessus, je tombe par terre et il m'étrangle. Et là, je vois que ça devient d'une extrême violence. Et là, je vois que il m'étrangle, quoi. Donc, je me dépasse, je demande à sa mère d'appeler la police parce que j'étais en train d'étouffer. Et sa mère n'a pas bougé, elle a regardé. Et c'est un vieil appartement dans Paris, donc j'ai de la chance dans mon malheur que j'ai entendu frapper au-dessus. Et c'est les voisines qui ont hurlé. Donc le fait qu'elles hurlent de dire stop, d'arrêter, lui ça l'a fait arrêter, il s'est enfui. La voisine après elle a appelé la police. Donc je me suis réfugiée chez elle, mais j'étais en état de choc parce que là j'avais eu des coups. Ils m'avaient étranglée, j'avais mal. La police est intervenue, de mémoire en fait ils ont été assez virulents. Mais je leur en veux pas, ils m'ont dit tout de suite en fait il faut aller au poste. Mais j'étais en état de choc, je venais de me faire étrangler et j'avais peur et je n'y suis pas allée. La peur, l'état de choc, de sidération, et j'ai pas déposé plainte. Ouais, moi ça me glace le sang d'entendre ça. C'est hallucinant parce que là, effectivement, j'ai l'impression que c'est une surenchère de la violence. D'autant plus que quand on parle d'étranglement, d'étouffement, tout ça, c'est pas comme quand on saisit quelqu'un par le cou. C'est vraiment une volonté. Ah, mais l'étranglement, de toute façon, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un état Enfin, on coupe la respiration d'une personne, donc on peut tuer une personne. Lui, c'était toujours cette façon, faut que tu te taises, ou de me mettre la main sur la bouche, sur le nez, cette façon de plus m'entendre, en fait, de me faire taire à chaque fois. C'était quasiment tout le temps ça. Et où est la limite en fait de l'étranglement c'est-à-dire que c'est toi qui te débats, c'est lui qui relâche la pression. Enfin, Je me débat et quand, au bout d'un moment, parfois il arrêtait parce que, et puis c'est tellement humiliant donc je le suppliais quoi. Donc au bout d'un moment, parfois il arrêtait. Là, chez sa mère, il a arrêté parce que les voisines ont frappé, donc forcément ça le faisait stopper. Et puis à la maison, c'était compliqué quoi. Des fois, enfin c'est un peu humiliant, ouais. Parfois, je le suppliais, quoi. Ou alors, voilà, ce qui reste pas c'est pareil, de vous traîner, de vous tirer les cheveux dans l'appartement. Ça laisse pas trop de marques, ça vous fait mal. Non, c'est difficile, hein. Donc, Puis après, forcément, il y a un climat de peur aussi qui s'installe. Donc, jusqu'à aussi, il y a une 3e intervention de police. Alors là, j'ai quand même eu le déclic. Donc, pareil, il rentre alcoolisé. De soirée. Alors ma fille, elle avait des problèmes pour dormir la nuit, donc c'est vrai que souvent je la couchais dans notre lit. Et dès qu'elle était bien endormie, après je la mettais dans son berceau. Et c'est vrai que cette nuit-là, je ne l'ai pas remis dans son berceau. Elle était restée dans notre lit. Donc pareil, il arrive de soirée alcoolisé. Je me lève, il fait du bruit, on se dispute. Je me dis, bon, c'est bon, je vais me recoucher. Ça sert à rien de parler avec lui. Et là, je n'entendais pas, il arrive à fond. Et puis il avait pris une bouteille d'eau froide et puis il l'a balancée sur nous, sauf que c'était ma fille qui était en première ligne et c'est elle qui a quasiment tout pris, donc forcément elle s'est réveillée, elle s'est mise à hurler et là j'ai cru que j'allais péter un plomb, enfin c'était trop, donc là je lui ai dit de dégager, de partir, enfin je lui ai dit t'es un malade, t'es un taré. Et là j'ai vu son regard noir, j'ai eu j'avais l'impression de voir le diable, j'ai eu peur, je me suis dit oulala, il va me sauter dessus, il est parti, j'ai mon téléphone. J'ai juste eu le temps de prendre mon téléphone et d'appeler mes parents en leur disant que j'ai eu peur, d'ailleurs c'est la première fois que je le faisais, de venir tout de suite. Et là, j'ai repris mon téléphone et puis de toute façon j'ai eu à peine le temps de reprendre ma fille dans les bras, qu'il est arrivé après avec un club de golf. Et il m'a dit je vais te tuer, donc le seul réflexe que j'ai eu en fait c'est de me mettre à genoux en fait avec ma fille dans les bras. Et là, il m'a dit, voilà, tu mérites de mourir. Donc là, je l'ai supplié de rien faire. Donc il m'a collé le club de golf sur la tête, il a mimé le geste, mais sans me le mettre, sans me le coller. Et il avait forcément entendu que j'avais appelé mes parents, qu'il y avait un double des clés. Il savait que mes parents allaient rentrer dans l'appartement, forcément. Donc là, je l'ai supplié. Je lui ai dit, clairement, je vais dire que voilà, c'est de ma faute. Je faisais tout pour que, voilà, j'avais peur pour moi, j'avais peur pour ma fille. Puis après, il s'est arrêté, il s'est mis à rigoler. Il me dit, je sais pas si je vais tuer ton père le SDF ou ta mère la pute en premier. Et je pouvais même pas rappeler mes parents parce que j'avais ma fille dans les bras, j'avais peur, donc je pensais à sauver notre vie. Et c'est vrai que j'ai eu
Enfin, ce moment-là, il m'a marqué. J'en ai même été traumatisée parce que j'ai eu peur pour ma fille, j'ai eu peur pour mes parents. Je me suis dit, mon Dieu, mais j'entraîne tout le monde. Je me suis dit, si le premier qui rentre dans l'appartement et qui leur met un coup de club de golf, c'était horrible. C'était horrible. C'est dramatique. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que mon père de mémoire, il est rentré. Et lui, il est arrivé dans le couloir. D'ailleurs, j'ai suivi tout de suite derrière, tellement j'ai eu peur. J'avais ma fille dans les bras. Mon père, il lui a arraché le club de golf. Et mes parents, entre-temps, sur le trajet, avaient appelé la police. Donc, en fait, la police est arrivée quelques minutes après dans l'appartement. Ils nous ont séparés. Donc, forcément, il y avait ma fille qui hurlait, qui était trempée. Et là, j'ai eu le déclic. Et je leur ai dit, si je dépose plainte, il se passe quoi? Enfin, donc, je leur ai dit qu'il y avait eu des menaces de mort avec le club de golf, qu'on était trempés. Elles me disent, oui, bon, bah, vous êtes trempés, mais bon, enfin, elle est la petite, donc ils voyaient qu'elle hurlait. Mais ils m'ont dit, bah, c'est pas des coups, en fait, pour la justice. Et ils m'ont dit que les menaces de mort, c'était ma parole contre la sienne, c'était du huis clos. Il n'y avait pas de preuves, donc il n'y aurait pas forcément grand-chose. Il m'a dit que je pouvais déposer plainte, mais que derrière, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, je n'ai pas déposé plainte. C'est toujours parce pareil, que j'ai en senti fait. que tant que je ne serais pas rouée de coups, en fait, en gros, c'était ça, il ne se passera rien. C'est ça. Donc, ils sont repartis. Ils lui ont quand même demandé de quitter l'appartement. Chose qu'il a faite. Et le lendemain, quand je l'ai vu, je lui ai dit, il m'a demandé si j'allais déposer plainte. Je lui ai dit que non, il m'a clairement menacé de mort. De toute façon, il m'a dit, voilà, si tu parles, t'es morte, je te crèverai les yeux, je connais très bien la justice. Mon père était policier, je ferai quelques mois au pire, je peux me débarrasser de toi. Donc il m'a dit, ta fille, tu la reverras même pas. Et là, j'ai eu peur et j'ai senti qu'on est passé d'un cran au-dessus. Je me suis dit, je vais me plier finalement à tout ce qu'il veut. En plus, forcément, il était furieux parce que mes parents l'avaient un petit peu démasqué. En fait, à partir de ce jour-là, j'avais l'impression de repousser la mort à demain. Je savais que quelque part, j'allais finir rouée de coups ou dans un état catastrophique, ou même comme il n'arrêtait pas de me le dire, voilà, c'était sa phrase, c'était de me crever les yeux, parce qu'il me dit, voilà, il sait très bien que ma fille, c'était tout pour moi, mais il m'a dit, le fait de crever les yeux, tu ne pourras plus la voir grandir. Tu ne la regarderas plus. Non, mais donc, et j'en avais peur, en fait. J'étais dans un état de peur, j'étais terrorisée. Et puis voilà, je me suis dit, mais je pars avec ma fille, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que la justice va me faire? Il me dit, mais de toute façon, ça va pas être difficile, je te ferai passer pour folle, hystérique auprès des policiers. Puis moi, j'avais plus du tout confiance en moi, mais je me suis dit, il présente bien, il parle bien, on va pas me croire. Puis tout le monde m'avait dit, t'es retournée avec lui, donc quelque part, voilà quoi, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça. On arrive après tout ça, déjà dans un climat donc très tendu et très violent, à la violence ultime où clairement, c'est cette violence-là d'ailleurs qui a été caractérisée par le tribunal comme tentative de meurtre. Oui. Ça se passe quand ça? Là, ça s'est passé dans la nuit du 16 au 17 avril 2018 à notre domicile. On se dispute, voilà, il me fait mal, il me bouscule. Et là, je repars dans la chambre de notre fille, je m'allonge. En fait, j'ai eu à peine le temps de m'allonger que tout de suite, j'ai été soulevée. Et je me suis écrasée sur sa table de chevet. Puis après, voilà, il a eu que des mots, je vais te tuer, puis il m'a étranglée. Et là, ma fille, forcément, elle s'est réveillée, elle a hurlé. Donc là, je me suis débattue de toutes mes forces. J'ai vu que c'était pas comme d'habitude, c'était comme s'il était déterminé. Donc, il m'étranglait. Je voyais la mort dans les yeux de ma fille. Je me suis dit, mais là, il va me tuer. Alors, j'ai un trou, donc je pense que j'ai dû perdre connaissance la première fois. Et quand j'ai repris mes esprits, il n'y avait plus ma fille, mais j'entendais hurler. Il était dans le séjour avec elle, donc moi, je me suis précipitée avec la force qui me restait pour aller dans le séjour. Il ne voulait pas me la rendre, elle pleurait. Donc je lui ai repris de force. Il n'était pas content. Je suis repartie dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je suis repartie dans la chambre pensant la mettre en sécurité dans son lit. Et finalement, il me suivait. Et puis pareil, je vais te tuer. Puis il s'est rejeté sur moi. En fait, c'était que sur ma gorge pour m'étrangler. Et là, je me suis dit, en fait, il va me tuer. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je sorte de l'appartement. Je ne peux même pas reprendre ma fille. Donc déjà, je me débattais parce que je me suis dit, mais enfin... Je ne pouvais plus, j'étais en train d'étouffer, je me suis débattue de toutes mes forces, j'ai réussi à le faire tomber. Et moi, je voulais juste sortir de l'appartement pour aller chercher de l'aide. Sauf quand j'ai essayé d'ouvrir la porte était fermée. Et mes clés n'étaient plus sur la porte. Donc il m'avait enfermée à clé dans l'appartement et puis il avait planqué mes clés. Donc je me suis dit, je vais sauter par la fenêtre. Donc c'est tout. Enfin, je savais que je ne pouvais plus, quoi. J'étais à un niveau, il m'avait tellement étranglée. Je me suis dit, je préfère encore sauter par la fenêtre. C'était le premier étage. Voilà, pire, je me casse un pied, c'est pas grave. Hein.
Et là, trop tard, il est arrivé devant la porte d'entrée, et puis il m'a éclaté la tête contre le mur à plusieurs reprises. Je suis tombée par terre. Là, il s'est mis à califourchon, et puis voilà, ses mains sur ma gorge. Et ouais, je me suis dit, c'est bon, quoi. Je peux plus rien faire, quoi. J'avais plus de force, j'étais désarticulée. Je me suis dit, je vais mourir. Et il y a un miracle qui s'est produit. Les voisins ont frappé à la porte. Ils m'ont sauvé la vie cette nuit-là. J'ai mis du temps à ouvrir la porte parce que j'avais un double des clés qui était dans le séjour sur un buffet, mais forcément, fallait y aller. J'étais désarticulée, j'avais plus de gorge, j'étais en train d'étouffer. Donc j'ai rampé comme un chien jusqu'au séjour pour aller chercher le double des clés parce que je me suis dit, il faut que j'ouvre cette porte. Et je pensais à ma fille, et c'est vrai que j'ai eu un moment, moi je sens que je pouvais même pas, j'avais déjà du mal à... Je me suis dit, je pouvais rien pour elle, je pouvais même pas aller jusqu'au séjour, j'arrivais même pas à tenir debout. Et j'ai ouvert la porte, en fait, je me suis écroulée. Donc il y avait un couple, c'était mes voisins. Donc forcément, je crois que le monsieur, il s'est tenu à côté de moi, et il y avait la dame qui était déjà au téléphone avec la police. J'ai juste souvenir, je crois qu'elle a hurlé dessus en disant d'arriver. Et lui, il s'est enfui. Ma fille, elle était juste en état de choc, elle bougeait plus dans son lit. Elle a assisté, même si elle était très petite, elle avait quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Elle a assisté à des violences, elle a vu quand même. Oui. Tout s'est passé devant elle. Les 3/4 de la scène de cette nuit-là, déjà qu'elle avait déjà assisté à d'autres scènes de violence, mais forcément les 3/4 de tout ce qui s'est passé dans sa chambre, elle y a assisté. Elle en a été traumatisée. Quelques semaines après, j'ai pris rendez-vous avec un pédopsychiatre, et depuis l'âge de ses 2 ans et demi, elle a un suivi. Donc oui, elle a été diagnostiquée avec un syndrome post-traumatique très sévère. Elle s'est murée dans le silence, elle avait énormément de mal à parler. Des cauchemars, la première année, ça a été très compliqué. Elle se réveillait toutes les heures la nuit, elle hurlait, elle mimait les gestes d'étranglement. Donc avec ses mots, elle disait papa, maman, bobo, et elle mettait sa main sur la gorge. Ah ouais, donc elle a bien assimilé tout ce qui s'est passé. Ah, les gestes d'étranglement, ouais, tout à fait. C'était très très difficile, et ça, on ne se rend même pas compte de l'impact des violences sur les enfants. C'est pour ça que je me suis battue pour la faire reconnaître victime, parce qu'un enfant témoin des violences conjugales et là d'une tentative de meurtre est un enfant victime, et les conséquences sur leur développement en fait sont désastreuses. Et c'est vrai que non, ça a été très dur, et ça, cette nuit-là, ça a été le point de non-retour. Là, j'ai déposé plainte. C'est très difficile, il faut avoir beaucoup de courage de déposer plainte contre votre conjoint, contre le père de votre enfant. Moi, ma vie, quelque part, elle s'est arrêtée cette nuit-là, la vie de ma fille aussi, la vie de mes parents aussi. Donc, et c'est tout un monde qui s'effondre, même malgré les violences, parce que quelque part, notre vie tourne aussi autour de lui. Mais là, déposer plainte contre celui avec qui vous partagez votre vie, et en plus le père de votre enfant, faut avoir un courage immense, et on se rend même pas compte de la difficulté de ce dépôt de plainte. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La justice est saisie rapidement. Quelle est la suite de tout ça après le dépôt de plainte? Il a été placé en garde à vue pendant 48 heures, il a été déféré au tribunal de Nanterre, il a été placé en détention provisoire pour tentative d'homicide. Ah, directement? Oui, directement. Alors bon, les policiers ont été bienveillants, procureur, entre guillemets, tout s'est bien passé au départ, on va dire. Donc on me croyait. Donc pareil, j'ai eu une première juge d'instruction, même si c'était très très dur l'audition, on va dire qu'elle a été dans l'ensemble plutôt bienveillante, même si les questions sont quand même très difficiles. Après, elle a été mutée, il y a une deuxième juge d'instruction où là, ça a un petit peu basculé, on va dire un peu moins de bienveillance. Ah bon? C'était un petit peu différent, quoi. Donc on va dire par rapport à la première juge d'instruction, et c'est là qu'on dit d'un juge à l'autre, c'était différent. Donc, mais bon, je me suis dit dans tous les cas, on est sur une tentative de meurtre. Je m'étais dit dans ma tête bêtement finalement, peu importe, voilà. Il a fait une demande de mise en liberté, je m'en souviens, en fin 2018, qui avait été refusée par la juge. Il fait appel de cette décision. Et je n'ai pas compris, 1 mois et demi après, le 14 février 2019, il a été relâché en attente de son procès. Je n'ai pas été prévenue et je n'ai pas compris. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ouais, et le jour des 60 ans de ma mère. Donc j'ai pas compris comment 1 mois et demi avant on pouvait refuser une demande de mise en liberté, en disant fallait pas qu'il sorte, qu'il était dangereux, et puis 1 mois et demi après, il est plus dangereux ce monsieur. C'est juste incompréhensible. Et sachant que j'ai pas été prévenue. Il a été sorti, il est juste avec excusez-moi, pour moi c'est un simple contrôle judiciaire, puisqu'à l'époque les bracelets anti-rapprochement n'existaient pas.
Ils n'ont pas mis non plus de bracelet électronique, c'était juste une interdiction de rentrer en contact avec moi, avec notre fille. Et puis il était censé résider dans le Loiret, dans une maison que je connaissais qui était inhabitable. Donc moi je ne savais qu'il ne vivait pas dans cette maison, mais en région parisienne. Sauf que mon avocate m'a dit qu'il faut des preuves avec la justice. Et elle m'a dit ma parole et celle de mes proches ne vaut rien pour prouver qu'il ne vit pas là-bas. Elle me dit qu'il faut engager un détective privé. Donc à mes frais, j'ai engagé un détective privé qui a démontré qu'il ne vivait pas là-bas. Et on m'a dit, l'avocate m'a dit c'est bon, avec ce rapport, il va retourner en détention provisoire puisque c'est une infraction à son contrôle judiciaire. Après, je me suis retrouvée nez à nez avec lui le dimanche de Pâques. C'est-à-dire qu'il est venu malgré l'interdiction à ta rencontre? Alors oui, là c'était chez mes parents. Je voyais une voiture qui s'arrête à hauteur de la mienne et j'étais en état de choc. Je le vois dans la voiture et je me mets à hurler. J'hurle son prénom et du coup mon père était à côté, en fait à ma droite, et puis il sort et puis après hop là il s'enfuit, il est parti. Donc moi je vais au commissariat, donc forcément dimanche de Pâques, il y a une personne à l'accueil, pas de brigade spécialisée, je peux déposer qu'une main courante. On me dit de revenir le mardi, moi j'ai même pas envie de revenir, donc mon père il va pour déposer une main courante. Alors le monsieur qui était là, le policier, lui, il a pris tout de suite tout au sérieux, en appelant la juge d'instruction, qu'il n'avait rien à faire devant le domicile de mes parents. La police voulait nous protéger, mais il ne s'est rien passé. Comment ça, rien? Ça ne pouvait être que la juge qui donne l'ordre de l'arrêter. Elle n'a jamais donné cet ordre. Elle n'a jamais donné cet ordre et je n'ai pas compris pourquoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour celle de ma fille. Je voyais qu'il ne se passait rien. Et je me suis dit, en fait, la seule chose qui va remettre cet homme en prison, c'est quand il m'aura tuée. J'étais tellement désespérée que j'ai lancé une bouteille de SOS le 14 mai. Je n'ai pas pensé à faire la une des médias, je voulais simplement qu'on m'aide. Et puis je voyais Marlène Schiappa beaucoup dans les médias, la communication. Je me suis dit, on parlait du 39-19. Dans ma tête, je me suis dit, moi, ça ne me sert à rien. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont au courant qu'on nous abandonne, que les victimes, elles sont livrées à eux-mêmes, qu'il y a des hommes dangereux dans la nature et que personne nous aide finalement. Et du coup, j'ai lancé ma bouteille de SOS sur Twitter et là, il y a un petit miracle, une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Ça a retweeté. Et je crois qu'au bout de 2-3 heures, j'ai les premiers médias qui m'ont contacté et forcément, ils ont tous été choqués. Oui. Et du coup, ça a fait comme une sorte d'effet de boule de neige. Et une semaine après, il a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions qu'on dénonçait avec mon avocate. Et Twitter, en fait, m'a sauvé la vie. Alors c'est dingue parce qu'autant moi j'ai une expérience très désagréable avec Twitter, au contraire, ça a bien failli ruiner ma vie. Mais toi, pour le coup, ça te l'a sauvé. Les réseaux sociaux, encore une fois, peuvent faire des ravages, mais aussi des choses très positives. Oui. Et dans ton cas, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il faut écrire des choses sur Twitter et que ça fasse un raffut pas possible, pour déclencher des réactions quasi immédiates d'un point de vue de la juge. J'aurais préféré ne pas aller sur les réseaux sociaux, que la justice me protège, quoi. J'ai dû m'exposer médiatiquement avec toutes les conséquences que ça a, et psychologiquement, c'est quand même très dur, c'est difficile, quoi. Le procès a eu lieu, donc ça y est. Comment ça s'est passé ce procès et à quoi, du coup, ton ex-conjoint a été condamné? Alors, le procès aux assises a eu lieu en décembre 2019. Ça a été très difficile. Ouais. Ça a été très difficile, sachant ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ce procès, il a multiplié des demandes de mise en liberté. Toutes les semaines, il avait le droit d'en demander une. Donc tu avais peur tout le temps. Ah mais c'est ça, c'est-à-dire que, mais bon, après c'est stratégique. Donc à chaque fois, la cour d'appel de Versailles refusait chaque semaine ces demandes de mise en liberté. Mais c'est vrai que psychologiquement, physiquement et financièrement, puisque ça coûte de l'argent, vous monopolisez un avocat, j'en pouvais plus. J'étais à bout. Je suis arrivée à un procès d'assises, j'étais déjà... J'étais allée au bord de l'épuisement, sachant que j'ai aussi porté partie civile ma fille. Je lui avais pris sa propre avocate, parce que ça, c'était aussi un combat pour moi de faire reconnaître ma fille victime. Mais à l'époque, en 2019, c'était, on était un peu aux prémices de quelque chose. De dire qu'un enfant témoin des violences conjugales est un enfant co-victime, la justice avait du mal à l'entendre. Donc le procès a été extrêmement violent. Ah oui. A été très violent. J'ai eu peur que eux, forcément, ils demandaient à ce que la tentative de meurtre soit requalifiée en violence aggravée, forcément pour faire diminuer la peine. Et ça a été très très dur. Parfois, je me demandais, mais j'avais l'impression d'être traitée comme la coupable. C'était très violent. Pourquoi vous n'êtes pas partie?
Mais quelque part, mais vous l'avez rejoint ce soir-là au restaurant, vous étiez mais un peu c'est- jalouse. Donc on était à la limite, j'avais l'impression de me dire que c'était ma faute, que j'ai cherché Ouais. ma tentative de meurtre. Finalement, Non, mais j'aurais pas été au restaurant parce qu'en gros, finalement, j'ai dérangé monsieur, quoi. Non, et puis un procès aux assises, je crois que, je sais pas s'il y a une préparation. En fait, c'est des procès qui durent sur plusieurs jours, vous êtes hors du temps. Le ouais. temps, en fait, s'arrête. Vous êtes vous avez l'impression d'être dans une dimension parallèle. Vous entraînez vos proches en enfer parce que vous voyez vos proches qui sont interrogés. Moi, j'ai trouvé ça Enfin, il y a des choses, des réflexions qui ont été faites, je les trouve inadmissibles. Quand je vois mon père comment on l'a traité, surtout un avocat. Dans la rue, je crois que personne n'aurait accepté le 10e de ces réflexions. D'ailleurs, mon père, après, s'est effondré en train de pleurer. J'ai trouvé ça très, très dur. C'était très violent. Et puis, le fait d'être traité comme de la merde, en fait. Voilà, comme de la merde. Et puis, je voyais que le président de la Cour n'était pas du tout sensibilisé, en fait, sur les violences, sur ma fille, en fait, le fait qu'elle soit victime. Voilà, il me demande... En fait, il m'a tué, je crois, dès le premier soir où j'ai interrogé, quand il m'a dit pourquoi vous voulez plus qu'il voie votre fille ? Et j'ai compris dans son regard que j'arriverai pas à protéger ma fille, qu'il me donnera pas la déchéance. Là, c'est vrai que ça m'a quelque part, il m'a lancé un missile. Pour moi, c'était le vieux monde, voilà quoi. Un homme violent. Enfin là, on n'est même plus sur un homme violent, un criminel, un homme qui tente de tuer sa compagne, peut-être un bon père. Là, je vois pas où la loi est appliquée. C'est une idéologie. Et une idéologie qui tue nos enfants. Donc ça a été très dur, mais bon, on essaye de rester digne jusqu'au bout. Alors il a été condamné pour tentative de meurtre, pour tentative d'homicide, et non pour violence aggravée. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Ma fille a été reconnue victime, mais la Cour a refusé de donner, d'échoir mon ex-conjoint de ses droits parentaux. J'ai dû encore me battre après ce procès aux assises où je suis ressortie en miettes. Alors j'étais quelque part soulagée parce que j'étais reconnue victime pour tentative de meurtre, parce que je ne sais pas si j'aurais pu supporter que ce soit requalifié en violence aggravée. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que pour ma fille, j'ai été anéantie quand j'ai su que la Cour me refusait la déchéance. C'était immonde. C'était abject, en gros, que voilà, ce soir-là, il n'avait pas fait exprès de prendre à partie sa fille, que ça ne remettait en aucun cas en cause ses droits paternels. Où la loi, elle est appliquée. Donc je me suis battue avec mes avocates, on a fait appel de ces décisions. L'avocate générale a également fait appel de cette décision. Et en appel, j'ai obtenu gain de cause le 21 septembre 2020. La Cour d'appel de Versailles a déchu des droits parentaux mon ex-conjoint. Donc il y a un an, quoi, à peine. Il y a un an, et ça c'était une victoire. C'est extrêmement rare comme décision de faire reconnaître qu'un enfant témoin des violences conjugales, témoin d'une tentative de meurtre, est un enfant qui est victime. Donc c'était une vraie victoire. Ah mais ça c'était une victoire, ça c'était mon combat. Je m'étais dit que je lâcherais rien pour cette décision. Aujourd'hui, donc, il est incarcéré. Oui. Donc ça fait combien? Un an? Là, ça fait avec la détention provisoire, ça fait à peu près 3 ans. D'accord, donc en tout c'est 8 ans. Comment ça se passe? Est-ce qu'on pense à la sortie de prison de cette personne? Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça fait peur de se dire qu'un jour il va sortir et peut-être que, je sais pas, vous allez être de nouveau confrontés? Alors moi, c'est vrai que quand j'ai eu le verdict de 8 ans, j'étais un peu déçue parce que moi, je connais sa dangerosité et le quantum de peine avait de l'importance pour moi parce que quelque part, c'était aussi me libérer ma fille. Et surtout qu'en France, on sait tous que les criminels, ils vont jamais jusqu'au bout de leur peine. C'est bien ça le problème. Alors moi, je pensais avoir 2 ou 3 ans tranquilles devant moi. Parce que je croyais qu'il fallait faire la moitié de sa peine avant de demander une demande d'aménagement de peine. Mais j'ai appris au mois de décembre de l'année dernière, il me semble, qu'il a déjà fait une demande d'aménagement de peine. Donc là, elle devrait se tenir dans pas longtemps. Je trouve ça inadmissible. Donc 1 an après son procès, un homme qui a essayé de tuer sa compagne sous les yeux de sa fille peut déjà demander une demande d'aménagement de peine. Donc finalement, on prononce des peines au nom du peuple français. Quelque part, j'ai l'impression que c'est une peine fictive, puisque après, finalement, il y a un autre juge qui arrive, un juge d'application des peines, en fait, qui détricote des demandes d'aménagement de peine, des remises de peine. En fait, on se demande à quoi ça sert finalement de faire des procès. En plus, surtout, on est dans un cas de crime. Pour moi, il devrait y avoir une obligation de faire au moins les 3/4 de la peine. C'est inadmissible. Moi, j'ai pris perpétuité dans ma souffrance, ma fille aussi. Entre-temps, j'ai dû me battre pour obtenir ma provision des dommages et intérêts,
parce que mon ex-conjoint ne voulait pas me payer, j'ai dû payer un huissier. Là, je viens d'avoir à peine lundi mon audience pour les dommages et intérêts. Le délibéré, c'est au mois de septembre. Non, mais on marche sur la tête, sachant Non, que mais- quand il y aura le délibéré, je ne suis même pas sûre de récupérer Ouais. cette somme d'argent. Alors le Donc, système judiciaire que je connais très bien pour avoir moi-même X procédures en cours, je sais ce que ça coûte, je sais entre les intérêts civils, les machins, les procédures, les délibérés, les reports, enfin c'est voilà. Il faudrait quand même qu'on parle aussi des sommes engendrées. C'est-à-dire que donc pour se défendre, pour attaquer, mais voilà, obtenir ce qu'on peut appeler une réparation, il a fallu que tu dépenses combien? En tout, avec tous les avocats que j'ai payés, pour ma fille et moi, à ce stade, j'en suis à peu près à 60 000 euros. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire aux victimes, oui, on dépose plainte, il y a l'aide juridictionnelle, tout ça. Non, c'est pas vrai. Dans les cas complexes comme moi, c'est très rare qu'il y ait des avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle. On multiplie les procédures. Le monde des bisounours, ça n'existe pas. Il y a deux justices. C'est pas vrai. Quand toutes les semaines, vous avez des procédures judiciaires et vous monopolisez un avocat toutes les semaines, au bout d'un moment, oui, il est gentil, il va vous faire cadeau d'une, deux procédures, mais au bout d'un moment, ça va. Les victimes, forcément, au bout d'un moment, moi, je les connais toutes. J'en connais qui n'ont plus d'appartement, qui vivent chez leurs parents, d'autres qui sont limite, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui ont perdu leur travail. On est toutes pareilles. Moi, j'ai pris tous les crédits consommation qui m'étaient possible de prendre. Et jusqu'au jour où j'ai bloqué, c'est mes parents qui ont mis les économies d'une vie dans les frais d'avocat. Sachant qu'il n'y a pas que les frais d'avocat à payer à côté. Il y a tous les frais de la vie quotidienne, psychiatre, pédopsychiatre. On marche sur la tête. Aujourd'hui, ce système, comme je l'ai dit dans mon livre que j'ai écrit, il est en faveur des criminels. Je ne sais pas quelle est la place des victimes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un long combat. Je ne regrette pas d'avoir déposé plainte. Je suis tombée plein de fois, j'ai pleuré plein de fois, mais je me suis relevée à chaque fois. Dans la vie, en fait, il ne faut jamais abandonner. Mais en tout cas, c'est un parcours très inspirant parce que c'est le combat de ta vie. Ouais. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner aux personnes victimes de violences conjugales pour que ça n'aille pas aussi loin que toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souffrent de ça? Dès qu'il y a le premier coup, il ne faut pas rester. Et parfois, il n'y a pas de violence physique, mais les violences psychologiques tuent, donc ne laissez personne en fait vous dénigrer, vous humilier. Et là aussi, il faut partir. Ça, il faut se dire aussi qu'il y a danger. Si au bout de quelques mois, il y a une personne qui vous humilie, qui vous dénigre, qui vous isole, il faut partir. Et surtout, de ne pas avoir honte. Parce que ça aussi, la honte, je ne suis pas la seule, et ça, c'est ce qui revient souvent chez les victimes, on a honte. Et je sais que c'est plus facile à dire, mais c'est à eux, c'est aux bourreaux en fait d'avoir honte, et c'est à eux d'être dans l'ombre, et c'est pas aux victimes d'avoir honte. Merci beaucoup Laura pour ce témoignage. Ton livre est disponible, tweeté au mourir, aux éditions Michalon. Il est sorti donc au mois de mars dernier, et ce qui est vraiment top aussi, c'est qu'un film et un documentaire arrivent bientôt à la télévision, puisque ton histoire a été adaptée donc, dans un film. Est-ce que tu peux nous expliquer? Courant 2021, il y aura un film qui va sortir sur mon histoire. Et il y aura également un documentaire. J'ai un réalisateur qui m'a suivi pendant un an et demi, pendant toute la procédure judiciaire, jusqu'aux assises et même après. Donc ça va être... j'espère que ça va permettre encore plus de sensibiliser la société sur les violences conjugales, et j'espère vraiment que cette soirée va changer les choses pour toutes les victimes. En tout cas, ton histoire va laisser une trace, et je pense que c'était le plus important. C'est ça, c'est le plus important en fait, c'est de sauver celles qui sont encore vivantes, et de penser enfin aux enfants co-victimes de violences conjugales, parce que ça m'a vraiment choquée pendant toute la procédure. Les enfants sont les grands oubliés de la République, et ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce parcours inspirant et ce combat qui a fait avancer les choses et va aider d'autres personnes. Merci à toi. Merci.